Un État palestinien est-il donc encore possible? Il y a tant de questions sans réponse. Le partage de la terre, les colonies, le statut de Jérusalem-Est. Et puis un autre problème crucial, celui des réfugiés palestiniens. Officiellement, ils sont 4 800 000 recensés par les Nations Unies à travers le monde, des descendants des Palestiniens chassés de leurs terres en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Des dizaines d'années après, ces familles de réfugiés continuent de vivre misérablement dans des camps qui devaient être provisoires. Officiellement, le droit international leur reconnaît un droit au retour, mais chacun sait que ce ne sera probablement qu'un vœu pieux. Alors, comment vivent-ils? Et surtout, qu'attendent-ils d'une Palestine indépendante? Nous partons pour le Liban. Le reportage est signé Negar Zoka et Malek Sarawi. Elle a ouvert les yeux il y a 1 heure dans un hôpital de Beyrouth. 3 kilos d'eau d'innocence et pourtant elle est déjà un problème pour Israël et une charge pour la communauté internationale. En tant que petite fille d'un réfugié palestinien, Hanan est de facto considérée comme une nouvelle réfugiée palestinienne. À ce titre, elle pourra réclamer un droit au retour sur la terre de ses ancêtres. Au Liban, on recense officiellement 425 000 réfugiés palestiniens. Près de la moitié d'entre eux vivent misérablement dans des camps surpeuplés, certains depuis plus de 60 ans. Même les plus jeunes, qui n'ont connu que le pays du cèdre, espèrent pouvoir un jour retourner en Palestine. En 1948, à la création de l'État d'Israël, environ 800 000 Arabes ont été poussés à l'exode, fuyant les combats, par peur de massacres ou délibérément chassés par les combattants juifs. Ceux du nord de la Palestine ont trouvé naturellement refuge au Liban. Depuis 1949, le sort de ces réfugiés est confié à un organisme des Nations Unies. L'UNRWA est chargé d'aider les réfugiés palestiniens dans leur vie quotidienne. Au bureau d'état civil, les Palestiniens viennent mettre à jour leur carte de réfugiés, un document essentiel. Ceci est une carte délivrée par l'UNRWA aux réfugiés palestiniens qui vivent sur le sol libanais. Cette carte leur permet de bénéficier des services de l'UNRWA, l'éducation, la santé, et d'être aussi enregistrés au ministère de l'Intérieur libanais pour avoir un document de voyage s'ils veulent sortir du pays. L'obtention de cette carte de réfugié est strictement réglementée. Un réfugié, pour l'UNRWA, c'est une personne qui vivait en Palestine entre 1946 et 1948 et qui a perdu ses biens et ses moyens de subsistance à cause de la guerre avec les Israéliens. Et cela vaut aussi pour leurs descendants. Ebrahim a été parmi les premiers enregistrés, mais aujourd'hui, il vient demander une nouvelle carte. Comment est-ce que tu as perdu ta carte? Je suis sûr qu'elle a été lavée dans la poche d'un pantalon. Personne n'a osé me le dire. T'inquiète pas, Hadj, on va t'en faire une. C'est quoi ton village d'origine? Les rois des Arabes à l'époque, ils nous avaient dit qu'en 1 mois et demi, ils jetteraient les Israéliens dehors et qu'on rentrerait chez nous. Alors on est venu au Liban. Et depuis ce temps-là, on attend qu'ils tiennent leurs promesses. Oda Samra travaille pour les Nations Unies. Elle nous fait visiter Borj el-Balajne, l'un des 12 camps palestiniens au Liban. Donc ça va peut-être vous étonner, mais ça c'est la rue principale de Borj el-Balajne. Parce qu'il y a plein de petites ruelles qu'on va voir à gauche et à droite. Mais ça c'est la route principale. Ici, 18 000 habitants s'entassent dans un petit périmètre au cœur de Beyrouth. Malgré la bonne volonté de l'UNRWA, la situation sanitaire du quartier est très mauvaise. Dans le camp, c'est le système D.
On construit avec les moyens du bord, on se raccorde au réseau électrique et aux canalisations de manière sauvage. Marcher dans la rue en devient même dangereux. Il y a tout ce que vous voyez ici qui est fait d'une façon complètement, je veux dire, anarchique, chaotique, ce qui fait qu'il y a très souvent des cas d'électrocution très graves. L'année dernière même, il y a 13 personnes qui ont été mortes électrocutées, ici même, là où on se tient, là, dans ce point-là. Même s'il n'y a aucune barrière physique pour délimiter le camp du reste de la ville, on y vit en circuit fermé. Ça, c'est le marché. Oui. C'est le seul marché du camp. Les réfugiés s'y approvisionnent car les prix y sont bien plus bas que dans le reste de la ville. Mais c'est encore trop cher pour les plus pauvres. L'UNRWA fournit une aide alimentaire et verse royalement 30 € par an, 2,50 € par mois aux plus nécessiteux. Elle ne peut que parer aux plus urgents. Ils sont très très pauvres. 60% sont pauvres et 7% sont extrêmement pauvres. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas s'acheter leur nourriture. Et c'est cette catégorie de gens que à laquelle l'UNRWA distribue de la nourriture. Beaucoup de réfugiés n'ont pas d'autres revenus que l'argent envoyé par leur famille de l'étranger. Certains font des petits jobs pour l'UNRWA, principal employeur du camp. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Ça fait 7 ans que je suis là à ne rien faire. Je ne trouve aucun travail, pas un seul. Rien du tout. Oui, je sais, c'est difficile. Mais comment faites-vous avec la vie chère? J'ai mes enfants qui m'aident. Ah, c'est bien s'ils vous aident. Oui, mais enfin, ils ont aussi leur propre famille. Oui, c'est sûr. Tout le monde a ses problèmes. Moussa Mohamed et sa femme Safia ont élevé leurs 5 enfants dans ce 2 pièces qu'ils ont construit eux-mêmes. Ils n'ont pas d'eau potable et n'ont que quelques heures d'électricité par jour. Ils ont vu les conditions de vie dans le camp se dégrader depuis 40 ans qu'ils y vivent. Ce camp n'était pas du tout aussi peuplé. Mais aujourd'hui, les réfugiés du début ont des enfants et des petits-enfants. Et où voulez-vous qu'ils aillent ? Personne ne peut payer des loyers à l'extérieur du camp, puisqu'il n'y a pas de travail. Les célibataires finissent par se marier, et du coup, chacun construit un nouvel étage pour ses enfants et pour toute la famille. Tous les gens qui habitent dans ce camp vivent très mal. Chômage ne veut pas dire inactivité pour Moussa. Il fait des travaux pour ajouter un étage à sa maison. Il y logera ses petits-enfants ou le louera à une autre famille. Moi, je soude des joints pour les portes et les fenêtres. Je fais tout moi-même. Si les familles s'entassent dans les camps, c'est qu'il est difficile d'en sortir. La loi libanaise ne permet pas aux réfugiés d'être propriétaires sur le sol libanais ou d'avoir des commerces en dehors du camp. Une trentaine de professions leur sont même totalement interdites. Un Palestinien ne peut pas être ingénieur, journaliste ou médecin dans un hôpital libanais, ni même être coiffeur ou chauffeur de taxi. Les jeunes des camps n'ont pas d'autre choix que d'être manœuvres. Et encore. Racha et Naïm Gazaoui ont une vingtaine d'années. Et avec une nonchalance teintée de désespoir, ils disent ne plus rien attendre de la vie. Notre vie est franchement désastreuse. Mon mari travaille 1 jour sur 10. Ce n'est jamais régulier. Nous sommes obligés de louer notre appartement et ça coûte cher, très cher. Juste pour un 2 pièces. Et quand mon mari travaille, il gagne très peu. Nous n'arrivons même pas à payer le loyer la plupart du temps. Nous vivons ici et c'est ici que nous mourrons. Quoi qu'on fasse, personne ne donne de travail à un Palestinien. N'importe où. On ne peut trouver du travail que comme peintre en bâtiment. Et encore si mon mari a du travail, c'est que son patron est palestinien. Je rêve de gagner des millions. Je rêve de vivre comme tout le monde, hors du camp. Je veux quitter ce camp. Vous pensez que c'est possible? Jamais. On est palestiniens. Si les réfugiés palestiniens vivent encore aujourd'hui dans la pauvreté, à l'écart de la société libanaise, sans aucun espoir de promotion sociale, c'est qu'en 60 ans de présence au Liban,
ils ont troqué leur statut de victime pour celui de bouc émissaire. En effet, à partir des années 60, les Palestiniens se lancent dans la résistance armée contre Israël. En 1969, ils obtiennent de l'État libanais, affaibli, de mener des attaques contre Israël à partir du sol libanais. Expulsé de Jordanie après le massacre de Septembre Noir, l'OLP de Yasser Arafat installe son quartier général à Beyrouth. Mais les ripostes d'Israël, qui touchent durement le pays du Cèdre, retournent une partie de l'opinion libanaise contre les Palestiniens, rendus responsables de ces malheurs. En 1975, les tensions entre communautés au Liban débouchent sur une guerre civile entre milices chrétiennes et musulmanes. La résistance palestinienne va s'y trouver entraînée. Les chrétiens appellent les Syriens à la rescousse. L'armée de Damas entre au Liban pour écraser les Palestiniens, mais elle y restera près de 30 ans. Durement frappée, l'OLP ne cessera pas ses attaques contre Israël. Alors, en 1982, l'armée israélienne intervient une nouvelle fois au Liban. Elle va jusqu'à Beyrouth pour en chasser l'OLP. C'est l'opération Paix en Galilée. Vaincu, Yasser Arafat et 11 000 combattants évacuent le pays sur des bateaux français, laissant derrière eux les civils palestiniens désarmés. Cela débouchera sur un immense massacre. Les phalangistes chrétiens entrent dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et de Shatila. Les chefs de l'armée israélienne laissent la tuerie se dérouler sans intervenir. Selon les sources, il y aura entre 700 et 3500 victimes. Sabra et Shatila sont devenus le symbole du martyre palestinien. Aujourd'hui, le mémorial de Shatila rappelle à tous ce massacre. Le monument attire même quelques touristes. 600 personnes sont enterrées ici. Ici, on ne pouvait plus identifier les tombes, parce que les gens avaient creusé des trous partout pour enterrer leurs morts. Alors nous avons fini par construire ce lieu avec une grande dalle commune et 2 entrées pour que les gens puissent venir se recueillir tous au même endroit. Dans les rues de Shatila, les affiches rappellent aussi que la lutte armée continue. Les armes circulent toujours, même s'il nous a été impossible de les filmer. Une quinzaine de factions font la police dans le camp et imposent leurs lois. Aux côtés du Hamas ou du Fatah, on trouve des factions moins connues qui vont des groupes d'extrême gauche au djihad islamique. Certaines factions radicales s'opposent même à l'armée libanaise. C'est ce qui s'est passé au camp de Nahr el-Bared, dans le nord du Liban, en mai 2007. Pour déloger la milice extrémiste Fatah al-Islam, l'armée libanaise a rasé une partie du camp où vivaient 27 000 réfugiés. Il y aura plus de 400 morts. On comprend mieux dès lors la méfiance des Libanais à l'égard des Palestiniens réfugiés sur leur sol. Une menace pour le fragile équilibre du pays. Voilà ce qu'on pense des Palestiniens, par exemple, dans le quartier chrétien d'Ashrafieh, à Beyrouth-Est. Que pensez-vous des Palestiniens au Liban? Non, non. Je ne veux pas en parler. Sinon, ils vont m'assassiner demain. Les Palestiniens peuvent rester au Liban, mais il faudrait qu'ils abandonnent leurs armes. Je ne suis pas d'accord pour qu'ils restent. Ils ont détruit ce pays. Il faut trouver une solution pour les Palestiniens au Liban. Et alors, je crois, la solution doit être qu'ils doivent revenir dans leur pays. Même les Libanais qui militent pour les droits des réfugiés ne veulent pas d'une intégration réelle. L'excuse est toute trouvée. Intégrer les Palestiniens, ce serait trahir leur cause. Il faut améliorer les conditions de vie des réfugiés palestiniens au Liban. Mais on ne peut pas parler d'une intégration sociale totale.